Suivez votre émission Diaspora Africa avec Orange Money Europe. Orange Money Europe pour vos transferts d'argent de l'Europe vers l'Afrique. Bienvenue à vous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour votre émission préférée, à savoir Diaspora Africa. Cette émission, et oui, que vous suivez chaque semaine, et oui, mesdames et messieurs, on essaie de vous mettre, vous, à l'honneur, mais aussi nos invités. On a de beaux invités sur ce plateau parce qu'eux font briller l'Afrique, l'Europe, l'Occident, peu importe, ils font briller ce qu'il y a à faire briller, à savoir l'art avec nos invités du jour, la culture, bien sûr, et surtout, la bienveillance auprès de notre jeunesse avec notre invité qui s'appelle, bien sûr, Malamine Sissoko. Bienvenue à tous, c'est un plaisir de te retrouver ici sur le plateau de Diaspora Africa. Donc on parle de la jeunesse, on parle de foot, on parle d'activités que tu mets en place, et notamment de la lucarne qu'on connaît tous, en tout cas les amateurs de football connaissent. Oui. Et on accueille aussi un des pionniers du rap de rue, on peut l'appeler comme ça, du rap tout court. Il s'appelle Alibi Montana. La culture est avec nous sur le plateau de Diaspora Africa. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau, Alibi Montana, ainsi que Malamine Sissoko. Alors ensemble, on va accueillir nos invités, enfin nos chroniqueurs. Bon, vous êtes presque des invités. Un jour, il faudrait qu'on change de... Ouais, de rôle, exactement. Bah oui, pourquoi pas. Fat Bintou ainsi que Babadem, j'espère que vous allez bien. Fat Bintou, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler d'un événement qui est dans l'air du temps, puisqu'on est dans la période des commémorations. Nous allons parler des tirailleurs sénégalais. Les tirailleurs sénégalais, effectivement, nous sommes au mois de décembre et il y a eu le 80e anniversaire qui a été célébré le 1er décembre dernier, aussi bien au Sénégal, bien sûr, mais aussi en France. On continue avec vous, Babadem, bienvenue. Merci, et je remercie les téléspectateurs et nos invités. Et Fat Bintou, bien sûr, sans oublier Aïssatou. Enfin, quand même. Oui. Et donc aujourd'hui, dans Ils font l'Afrique, on va découvrir le portrait d'un Nigérian qui s'appelle Oshi Agabi. Et il a créé une machine qui s'appelle le cyborg lui-même, qu'il appelle ça le cyborg olfactif, à découvrir tout à l'heure sur Ils font l'Afrique. Exactement, ils font l'Afrique, ils font briller l'Afrique, ces hommes, ces femmes, ces initiatives qui font briller ce continent et le reste du monde. Mesdames et messieurs, votre émission commence dès à présent avec le voyage. Est-ce que vous avez vos passeports avec vous? Alors, normalement, quand on vient... Pas sur moi, mais je l'ai bien rangé chez moi. C'est dommage. Il ne partira pas parce que, mesdames et messieurs, on voyage sur Diaspora Africa. On commence toujours en voyage. Toujours. Et oui, avec nos passeports, mesdames et messieurs, on découvre ce magnifique continent qu'est l'Afrique. Et là, c'est destination le Libéria. Alors, le Libéria a connu de nombreuses difficultés, mais il se relève et essaie de promouvoir le tourisme. Allez, let's go to Liberia. Ici à Paris, mesdames et messieurs, le Libéria à découvrir, magnifique pays. Merci à l'Office du tourisme pour ces images. Qui a déjà visité ce pays? Pas encore, malheureusement, mais j'espère. Pourquoi pas, ça donne envie. Franchement, c'est vrai que c'est un pays dont on parle très peu. Ouais.
et à découvrir. En tout cas, si vous avez été dans ce pays-là, n'hésitez pas à nous envoyer sur nos réseaux sociaux ce que vous avez pensé de cette belle destination qu'on essaye de promouvoir sur le plateau de Diaspora Africa. Allez, on poursuit. Moi, j'ai hâte d'avoir mes invités ici à la barre. Mais avant, est-ce que vous avez des besoins? Vous n'avez même pas posé la question à savoir à quoi ça sert. J'ai vu qu'il était Bah oui. Est-ce qu'il fonctionne? Ah, on a entendu. J'aime bien les jeux. Tu vous connaissais? Oui. Ah oui, il fonctionne bien. Hein. Malamine, t'as peur ou quoi? Très bien. Non, j'ai essayé. T'as essayé, t'as pas réussi en tout cas. Exactement, mesdames et messieurs, il y a des buzzers parce qu'on essaie de promouvoir un peu aussi la culture générale. On essaie d'informer, d'expliquer, d'apprendre tous ensemble, mesdames et messieurs. Et pour le coup, on va tester, ça va être très simple. Ouais. Franchement, très simple. Allez, on s'amuse, hein, on apprend, c'est ludique l'émission Diaspora Africa. Alors, selon vous, quel est l'animal le plus intelligent? Quel est l'animal le plus intelligent qui se rapproche le plus de l'intelligence humaine? Le singe. C'est-à-dire, parce que le chimpanzé. Et je suis trop forte aujourd'hui. Tu laisses même pas aux gens le temps de réfléchir, quoi. Il n'y a pas le temps. C'est son truc. On est galant. On va dire ça. On est des gentlemen tous les deux. La seule femme sur le plateau, effectivement. Oui, effectivement. Alors, tu l'as dit, c'est bien ça. Les grands singes, plus précisément, à savoir les chimpanzés, les orang-outans, les gorilles, sont les animaux qui partagent le plus de leur d'ADN commun avec l'homme. Alors, après viennent les dauphins. Oui, c'est vrai. Voilà, exactement. Voilà, bravo, on sait que maintenant que les gorilles, à savoir les chimpanzés orang-outans, sont les animaux les plus proches de l'humain. Bravo Fadbin, encore une fois. Bravo. Il serait temps qu'on ait des prix quand même, parce que je trouve que je gagne beaucoup dans cette émission, mais je ne reçois jamais de prix. Donc je lance un appel à la production. Si tu venais avec ton passeport à chaque émission... Mon passeport, il est là. Passeport valide avec le visa, parce que pour aller au Libéria, il faut un visa. Ah oui, non, j'ai pas le visa. Voilà, on ne peut pas partir comme ça. Pour inviter les autorités. Non, il y en a encore. Voilà, mesdames et messieurs, le moment est arrivé d'accueillir tout de suite à la barre notre invité du jour. Il s'appelle Alibi Montana. À la barre, s'il vous plaît. Alors, Alibi Montana, je l'ai dit, vous êtes avant tout un rappeur engagé. Quels étaient les textes avec lesquels vous avez commencé? Qu'est-ce qu'il y avait en vous quand vous avez commencé dans ce rap, on va dire, un peu hardcore, un peu engagé, un peu dur? On va dire, quand j'ai commencé, c'était sans prétention, parce que je ne pensais pas faire carrière, que ça devienne mon métier, c'est-à-dire que c'était vraiment pour s'amuser. Mais après, à partir du moment où ça a commencé à être sérieux, bien sûr, ce qui était important pour moi, c'était de représenter les gens, ou d'être un peu la voix de ceux qui n'avaient pas de voix, je veux dire ceux qui n'avaient pas l'opportunité de se faire entendre. Donc c'est pour ça que mes textes ont souvent tourné autour de ça, c'est-à-dire que bien sûr de ce que je voyais, de ce qui était autour de moi, des gens qui étaient en difficulté, aussi des abus qui étaient faits, l'injustice, beaucoup, qu'il y a dans nos quartiers. Et c'est des choses que j'ai toujours essayé de mettre en lumière. Et ça m'a valu souvent des problèmes. J'ai eu des procès sur plusieurs de mes albums. Donc, même des interdictions de certains concerts et tout. Je suis passé par toutes ces choses-là. Donc, c'est des choses qui sont sorties dans les journaux, même aujourd'hui, qu'on tape, on retrouve. Mais ça m'a jamais, on va dire, dérangé parce que j'ai toujours eu cette envie de dénoncer les choses. Et l'injustice, c'est quelque chose que, même avant de rapper, depuis que je suis jeune, que j'ai toujours eu du mal à supporter. Bien sûr, ça vous révoltait. Et pour vous, c'est important, hein, vraiment, on insiste dessus, de raconter la réalité, parce que beaucoup ne savent pas vraiment ce qu'il se passe dans certains milieux. Et vous, comme vous le dites, hein, vous étiez un petit peu cet ambassadeur, c'est-à-dire, attendez, moi, je vais raconter la réalité, j'ai une audience, j'ai un public, j'ai la chance d'avoir un micro, donc je vais le raconter. C'est comme ça qu'on vous a respecté et que beaucoup de jeunes aujourd'hui se disent, bah, voilà, on a aussi ce porte-parole, même si c'est vrai que les choses ont évolué, vous avez aussi évolué, et ça, c'est important de le dire. Oui, les choses ont évolué, malheureusement, pas tellement dans le positif, parce que pour continuer à tourner à travers la France, notamment grâce au film Le Braconnier, dans lequel vous avez joué, effectivement. Dans lequel j'ai joué, le film de Sébastien Jiménez. On a fait une tournée à travers la France, justement, pour projeter le film. Et ce qui me frappait, c'est que dans la salle, il y avait beaucoup de jeunes qui venaient, qui faisaient de la musique, qui faisaient eux-mêmes des courts-métrages, en fait, qui avaient pas mal de projets.
Et c'est ça aussi qui m'a donné envie de monter mon agence Artop, c'est qu'ils venaient avec la même problématique, peu importe les villes, Saint-Étienne, Quimper, Bordeaux, tout un tas de villes, il y avait plein de jeunes qui venaient avec des projets sur les bras, mais ils me disaient on ne sait pas comment les défendre, on ne sait pas comment en parler, on ne connaît personne, on ne sait pas où aller. Et à force que ce soit répétitif, je me rappelle, on rentrait de Guingamp avec mon collaborateur et il me dit, dans toutes les salles, à chaque fois en plus du public, il y a toujours plein d'artistes qui viennent te voir et qui t'expliquent cette problématique-là. Et souvent, ce sont des gens qui ont écouté mes albums depuis longtemps, donc qui ont une certaine confiance. Et mon collaborateur m'a dit, ce qu'il faut que tu fasses, c'est monter ton agence. Et quand on est rentré à Paris, c'est de là que l'idée a germé. Et c'est comme ça que j'ai monté Artop. Mais c'est intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire que vous l'avez monté parce qu'il y avait un besoin, vous l'avez monté parce qu'on vous a demandé de monter cette agence-là. Et ça, c'est différent. C'est-à-dire que vous répondez à des besoins qui existent encore aujourd'hui de représentativité. Et vous, donc cette agence, on va la présenter amplement. Alors Artop promeut l'art sur toutes ses facettes. C'est-à-dire que ça peut être exactement, je l'ai dit, la peinture, on s'y attendait pas. Ali Montana qui promeut la peinture, c'est-à-dire quel type de peinture, quel type d'artiste? Alors on a plusieurs peintres chez nous, dont Monin qui est un des plus demandés chez nous, qui peint des portraits aussi bien de personnalités que d'anonymes. Donc c'est quelqu'un de très talentueux. Et vous l'accompagnez, ça c'est important parce qu'il y a du talent. On parce voit qu'il y a du talent. Mais malheureusement, il manque ce petit coup de pouce, ce boost que vous avez peut-être eu quand vous étiez plus jeune, c'est-à-dire que vous avez commencé dans le rap, peut-être que quelqu'un vous a remarqué, vous a dit... que j'aurais aimé avoir. Que vous n'avez pas eu. Souvent, ce que je dis aux jeunes qui viennent chez moi, aussi bien dans le rap que dans le chant, que dans la musique africaine, le compas, le zouk, dans tout, parce qu'on a vraiment... C'est au sens large, Artop. Je leur dis beaucoup qu'à l'époque où j'ai démarré, s'il y avait un ancien qui avait fait ce genre d'agence, je serais parti dedans direct parce que ça m'aurait fait gagner des années, de l'expérience, etc. Donc souvent, quand j'ai à parler avec eux, je leur explique ça. Et puis nous, c'est vrai que ce qu'on fait, c'est de leur faire bénéficier de l'expérience que je peux avoir. Avec mon collaborateur aussi, Majid Lebar, qui est un attaché de presse, lui, qui a beaucoup travaillé avec des gens de la variété et de musiques différentes, ce qui nous permet d'être complémentaires. Et ce qu'on fait, c'est à partir du moment où la personne elle a un projet, que ce soit single, EP, album, nous, on la met dans la meilleure condition pour l'accompagner, pour promouvoir ça. Et ça, c'est constamment. J'ai mon téléphone. Tout à l'heure qu'on était en pause, par exemple, j'étais en train de gérer un de mes artistes qui se rendait dans un média, tu vois. Alors, on continue. Donc, vous avez écrit un livre, pour vous, c'est important, dont le titre est très évocateur, de la rue à la rime, exactement, où vous racontez comment vous avez réussi finalement à percer dans le rap. Et ça, c'est un besoin. Qu'est-ce que vous disent ces jeunes? Parce qu'aujourd'hui, la musique, les réseaux sociaux font que tout le monde aspire à devenir une star. Là, vous leur racontez la réalité, que ce n'est pas si facile que ça, qu'il y a les côtés positifs, mais il y a aussi les côtés négatifs. Je raconte totalement tout. Après, pour être tout à fait transparent, l'idée du livre est vraiment venue des deux journalistes avec lesquels je l'ai écrit, donc Laurent Louis et Dominique, un de Paris Match et un du Parisien. Et en fait, c'est parce qu'ils avaient couvert des tournées que j'avais faites en solo. Et avec mon acolyte LIM, on avait refait une tournée justement pour fêter un petit peu les deux albums qu'on avait fait ensemble et nos albums solo. Et à travers ça, eux, ils se sont rendus compte de tout ce qu'on faisait comme action. Par exemple, des associations que je soutenais ou quand j'allais voir des enfants à l'hôpital et tout un tas de choses. Et moi, ils m'ont dit, il y a plein de choses que tu fais et les gens sont pas au courant. Ils m'ont dit, quand tu fais un titre, ça dure 3 minutes, il y a plein de choses que tu racontes pas forcément. Et c'est eux qui m'ont vraiment donné l'idée du livre. Et ils m'ont dit, si tu veux, on a l'habitude de le faire avec des sportifs, des politiques. On veut bien faire ton bouquin avec toi. Et c'est avec ces deux journalistes, donc du coup, que j'ai fait ce livre, où justement, on parle de la musique, mais pas que, c'est-à-dire du rapport avec la famille, de ce que je peux faire comme action à côté. Et c'est global, et les gens, vraiment, ils découvrent pas Ali Montana, mais Nickerson Saint-Germain. C'est pour ça qu'on a mis mon vrai patronyme aussi dessus, parce que c'est vraiment... Là, c'est l'envers du décor. Là. Exactement. Voilà. Et c'est important ce que vous dites, c'est-à-dire que souvent les artistes, on les voit, vous faites du rap, qui a parfois des connotations, on se dit, bon, c'est un gars, il est dur, etc. Mais surtout moi, en plus, j'ai toujours eu cette image. Voilà, pour le coup, vous avez cette image-là. Mais voilà,
on vous voit à l'hôpital, on vous voit accompagner la jeunesse, on vous voit promouvoir la culture sous toutes ses formes. Donc, ah oui, effectivement, on découvre quelqu'un de différent. Est-ce que vous n'êtes pas même vous-même découvert quand vous avez écrit ce livre? Oui, totalement, parce que quand j'étais avec eux, ils ont une méthodologie, ils venaient tous les deux avec des dictaphones, ils avaient examiné tout un tas de choses sur moi, et puis ils ont une façon de vous amener à vous livrer qui est extraordinaire, parce que vous-même, vous êtes amené à dire des choses et vous vous rendez même pas compte que ça sort comme ça. Et même moi, quand j'ai relu mon livre, j'ai dit... Waouh, une petite larme presque. Voilà, c'est dingue. Et il y a une anecdote dans le livre, j'ai essayé de la raconter très vite, qui est très drôle. C'est que moi, j'étais, je suis toujours d'ailleurs, parrain de l'association Cœur d'Haïti. Et à un moment, il y a eu à l'Élysée un événement où ils ont invité plein d'associations et cette association-là était invitée. Alors que moi, quelques mois auparavant, j'avais eu des soucis avec Nicolas Sarkozy par rapport à des titres que j'avais faits. Où des lieutenants à lui m'avaient attaqué, j'avais eu un procès que j'ai gagné. Bien sûr, faut le dire. Sur liberté d'expression, je l'ai gagné après le procès. Mais du coup, moi, je me retrouve à l'Élysée parce que j'étais parrain de cette association et eux ne le savaient pas, lui non plus. Aïe. Donc du coup, j'arrive et à un moment, Nicolas Sarkozy descend donc, pour saluer tout le monde. Tout le monde est dans la pièce, en rang, on va dire. Donc il passe tout le monde. Et à un moment, il arrive et me voit. Et il fait une tête choquée. Il me dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Et jusqu'au bout, il fait du Nicolas Sarkozy, il me saute. Il me frappe à la main. Et il continue. Et puis après, un peu plus loin, je voyais qu'il était en train de parler avec tout un tas de gens. Et je me doutais qu'il était en train de dire, mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est lui avec qui on a eu le problème de justice. Il a dû dire, ouais, je me dis, lui qui a écrit quel titre, machin, nanani. Et bon, ils n'ont pas pu me sortir de l'Élysée parce qu'il y avait trop de monde. Et voilà. Mais c'est une anecdote qui est dans le livre et qui me fait. Qui est bien marrante, en tout cas, on a bien ri sur le plateau de Jazz Africa. Et pour finir, donc il y a un EP, non, un best-of qui va sortir le 19 décembre prochain. Donc, plusieurs de vos classiques, on va les retrouver dans cet album-là et des exclusivités. Donc, est-ce que vous pouvez rapidement teaser ce qui va se passer dans cet album? Alors, on a décidé, vu que j'ai énormément de titres dans mon catalogue avec le label, donc de sortir plusieurs best-of. Ça, c'est le volume 1. Et ce qu'on s'est dit, c'est qu'à chaque fois, on va mettre des inédits. Donc, il y a le premier volume qui sort donc, le 19 décembre avec des classiques à moi qu'on a choisis de chaque album. Et en inédit, j'ai fait un titre avec mon fils Jay. Donc, il y a un inédit avec lui. Et il y a un inédit avec Koff, du Très Organisé aussi, qui est un rappeur qui souvent a expliqué que mes albums, il avait beaucoup inspiré. Tout ça, puis on a appris à se connaître et du coup, on a fait un inédit ensemble, lui et moi, au Maroc. Ça donne vraiment envie à découvrir. Donc, on rappelle la sortie le 19 décembre prochain. Merci beaucoup, Alibo Montana. Vous restez avec nous, on n'a pas terminé. Hein. Non, on a terminé là, mais on a encore plein de questions à vous poser. Je bouge pas. Ne bougez pas, surtout pas. Voilà, mesdames et messieurs, on accueille sur le plateau de Diaspora Africa des personnes qui ont marqué vraiment l'industrie, qui ont marqué donc nos esprits. Et il s'appelle Alibi Montana. Dans un instant, on aura le plaisir d'avoir Malamine Sissoko qui vient ici nous parler de tout ce qu'il a pu faire en tant qu'animateur, en tant que présentateur, en tant que aussi chef de projet, notamment de La Lucarne. Et oui, les fondateurs de La Lucarne, qui a fait énormément le buzz. Normalement, ça vous parle, mais on va en parler dans un instant. Allez, on poursuit cette émission. Vous allez bien, Baba, et ainsi que Fat Bintou? Très bien. Et je trouve dommage que les téléspectateurs ne viennent pas parce que nous, vraiment, on se régale sur le plateau à chaque fois avec les invités. Avec de superbes invités. Et pour le coup, on va continuer avec toi, Baba. J'espère que tu vas nous proposer donc la présentation d'une personne exceptionnelle parce que dans cette émission, on essaie de mettre en exergue ces gens qui innovent, ces gens qui font bouger un petit peu les lignes. Et aujourd'hui, c'est destination le Nigeria. Allez, c'est parti, on t'écoute. Alors, aujourd'hui, dans Ils font l'Afrique, on va mettre en l'honneur Oshi Agabi. C'est un Nigérian, un entrepreneur et un scientifique qui est à la croisée de la neurobiologie et de l'intelligence artificielle. Bon, une fois dit ça, il va créer un appareil révolutionnaire. Donc, en 2015, il crée sa société qui s'appelle Koniku. Koniku qui signifie immortel en Yoruba. Son innovation ou sa machine s'appellera le Koniku Core, un dispositif révolutionnaire capable de détecter et d'interpréter simultanément 4096 odeurs différentes. 4096 odeurs différentes, ce qui lui donnera le nom du cyborg olfactif, et ce sera des applications variées allant de la sécurité à la santé.
Donc, dans le domaine de la sécurité, Airbus utilise sa machine, le Koniku-Core, pour détecter les composants explosifs dans les aéroports. L'industrie pétrolière aussi utilise sa machine pour repérer des émissions dangereuses lors du raffinage. Et dans le domaine médical, ils utilisent également cette machine pour pouvoir détecter des maladies et aussi des épidémies à venir. Donc, c'est pour vous dire l'importance de sa machine. Bon, malgré quelques critiques, on dit qu'il manque de publications. Lui, il dit qu'il est dans le pragmatisme, il n'a pas besoin de faire des publications. Sa machine fonctionne. Il a une vision audacieuse du monde de la technologie. Et donc, c'est vraiment pour ça que je voulais le mettre en avant, parce que sa machine, faite par un Nigérian, est utilisée non seulement dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de la santé. Et Airbus, les aéroports l'utilisent. La santé aussi pour prévenir les épidémies. Donc, c'est pour ça que je voulais le mettre à l'honneur. Et tu as bien fait, Babla, on t'applaudit. Et pour le coup, s'il nous regarde, on n'est pas d'accord avec lui. Il faut publier, il faut annoncer, il faut le dire à haute voix. Mais il détient quand même 21 brevets. Donc, il est pragmatique. Exactement, il est pragmatique, effectivement. Donc, félicitations. Toi, c'est très bien. Est-ce que vous connaissiez ou pas? Pas du tout. Non, ni moi, c'est une découverte. C'est vraiment formidable, en fait. Ouais. Il y a tellement de choses comme ça qui se passent en Afrique. Et, des fois, on n'est pas au courant, où ils ne tirent pas les lauriers de tout ce qu'ils sont capables de faire. Totalement d'accord avec vous, et c'est pour ça que cette émission existe. C'est pour mettre en avant et pour vulgariser cette information-là, ces informations-là. Mesdames et messieurs, vous êtes encore une fois sur Diaspora Africa, cette émission qui met en avant ces hommes, ces femmes. Merci Baba pour cette mise en avant. Alors on continue avec notre tour d'Afrique. Et oui, on voyage sur Diaspora Africa. C'est très important pour nous d'aller sur le continent africain, notamment avec nos différents partenaires comme Upendo. Et là, on va à la rencontre d'un designer malien, il s'appelle Gadiaba Kodjo, et il a créé des meubles à partir de déchets. Eh oui, regardez. Détourner des objets du quotidien pour en faire de véritables œuvres, c'est le travail de Gadiaba Kodjo. À partir d'objets recyclés, le designer malien crée des meubles et des éléments de décoration, comme ce vieux frigo transformé en canapé. Il a gardé du mafé, du tchéboudier, mais aujourd'hui on s'assoit dedans. Créé il y a 4 ans à Dakar, son entreprise Chez Toi Design remporte vite tous les suffrages et certaines de ses œuvres ont même été exposées. Et là, on a le gain du Sénégal. Voilà, ça c'est un projet qu'on a fait pendant la Biennale de Dakar 2022. J'ai fait ça avec un ami qui est arrivé du Mali pour représenter le Sénégal dans le travail. Et tout ça s'est fait à partir des tonneaux. Des tonneaux récupérés dans les rues de Dakar. C'est ici que l'artiste commence son travail. Tu vois, nous des fois, en fait, c'est avec eux on récupère des objets, quoi. Tu vois, des fois, c'est avec eux. Mais aussi, ça, c'est ma poubelle préférée aussi. Tu vois, parce que des fois... tu vois, des fois... Bon, aujourd'hui, je ne suis pas à la recherche des pantalons, mais on trouve un peu de tout. Ça, c'est un peu la verdure, quoi. Ici aussi. Ah, voilà un petit trésor qui est là déjà. Tu vois. On a un petit bidon là qui est là. Peut-être on va essayer de faire un truc avec ça. Allez, c'est parti. L'objectif du jour, transformer ce bidon jaune en lampe de chambre. À travers son travail, Kodjo livre un combat qui lui tient à cœur, lutter contre la prolifération du plastique dans les villes africaines. Le plastique, c'est un gros problématique chez nous. Pourquoi? Parce que le plastique, c'est ça qui crée des inondations. Ça crée d'autres maladies au niveau de nos bétails, de nos nutritifs et tout ça. Mais avant de le faire disparaître, c'est de le donner vraiment une autre vie, quoi. Tu vois, une autre vie, parce qu'un plastique peut durer 100 ans. Alors, voilà la bouteille qui est là.
On va voir. Tadam! Hein? Que pensez-vous? On ferme ici. C'est pour ça le blanc à l'intérieur est bien parce que ça va donner plus de la lumière à l'intérieur. Vous voyez? Du coup, voilà. On a un petit bidon lampe. Mission accomplie pour Kodjo. Chaque année, l'artiste partage son savoir-faire avec les Dakarois en organisant des ateliers de récupération de déchets. Bravo, bravo. De retour sur le plateau, il est inventif, hein, c'est bien. Il récupère les déchets. On sait que c'est un vrai problème sur le continent africain et il en fait des œuvres d'art. Forcément, vous, ça vous parle, vous qui promouvez l'art, éventuellement avoir quelqu'un comme ça dans votre agence. Ben, franchement, il y a tellement de talent sur le continent que, bien sûr, que quand je vois ça, bien sûr, c'est très inspirant. Ça vous parle forcément. Voilà, mesdames et messieurs, n'hésitez pas, si vous avez autour de vous des talents qui méritent d'être connus, qui méritent d'être promus, eh bien, envoyez-nous leurs vidéos. C'est vraiment l'essence même de Diaspafrica. Allez, on poursuit cette émission avec notre deuxième invité, mesdames et messieurs. Peut-être qu'on va faire un petit buzzer avant. Ouais. Parce que je sens que c'est ça qui vous manque un petit peu. On a les filles gagner tout à l'heure. Alors, mesdames et messieurs, vous aussi, vous êtes à la maison, vous jouez. Alors, question. Franchement, la personne qui trouve le billet d'avion, il est là. Sérieux? Non, le billet d'avion, il est là. Écoutez bien, s'il vous plaît. Quelle est la maladie la plus fréquente au monde, mesdames et messieurs? Quelle est la maladie? Le paludisme. Pas du tout. Je sais. Le rhume? Non. La fièvre? Non. La tuberculose. C'est des conséquences, ça, le rhume, la fièvre. La tuberculose. Non. La malaria? Non. Le mal de dos. Mal de dos. Si, ça, on va dire mal de tête. C'est pas la 5, drépanocytose. 4, 3, 2, un Angine. billet d'avion. Je vous jure que je Angine. paye un Non, billet d'avion. Attends, laisse-nous. Non, on ne peut pas passer toute la journée. plus fréquente, la plus répandue La au plus monde. répandue au monde, c'est français. Coronavirus? C'est le paludisme. Ah, épidémie. Non, le mal de tête, là. La migraine. Et non, Langocha, Oui. vous allez vous cotiser pour me payer un billet d'avion. Non, Eh ça, oui. c'est pas possible. Alors, mesdames et messieurs, sachez que la maladie la plus répandue au monde, eh bien, ce sont les caries dentaires. Eh oui, Et si, bien sûr, c'est quoi? Ah bah, c'est quoi? La carie, c'est une c'est quoi? conséquence. C'est une Conséquence de quoi? à le fait de trop manger de sucre. Comme toutes les maladies, Je sais pas que c'est une voilà, maladie le aussi. cancer, c'est une conséquence par rapport à l'environnement, oui, par c'est rapport à vrai. la Ah, mauvaise bah, alimentation. Et la carie, les caries sont Ah considérées ouais. comme la maladie chronique la plus répandue au monde, touchant environ 3,5 milliards de personnes. Mesdames et messieurs, maintenant, vous le savez, et vous allez pouvoir jouer avec vos amis. Donc, pas de voilà, pas de billets pour vous, mais peut-être pour moi. J'ai resté ici. Bravo. C'est dommage. Allez, mesdames et messieurs, on va accueillir notre deuxième invité. Il s'appelle Malamine Sissoko. À la barre, s'il vous plaît. À la barre. Alors, Malamine Sissoko, c'est un plaisir de vous avoir ici sur le plateau de Diaspafrica. Donc, on a pas mal travaillé ensemble, mais je t'ai vu évoluer. Maintenant, je te vois sur les grosses chaînes internationales. Je te vois aux côtés de Lionel Messi. Je te vois aux côtés des stars de foot les plus importantes au monde. Tu as bien évolué, dis donc. Et aujourd'hui, tu es à mes côtés. Donc, oui, effectivement, la Lucarne, c'est un projet qui date en plus, né en 2019. On t'a vu aussi dans le clip officiel de l'équipe de France pour l'Euro, pour ne citer que ça. Alors, raconte-nous cette histoire. Comment tu as fait pour trouver, où as-tu eu l'inspiration pour faire en sorte qu'une fenêtre devienne la fenêtre que tout le monde souhaite, en tout cas, tenter de pénétrer avec un ballon? Ouais. Bah, l'histoire, elle est folle. Elle vient d'une vidéo virale postée sur les réseaux en 2019 où on aperçoit Gaël, mon grand frère, qui tire et qui parvient à la mettre dans la fenêtre d'un local poubelle, en fait. Moi, ça fait plus de 30 ans qu'on habitait juste en face de ce local poubelle. On ne le calculait même pas. À chaque fois que je passais par là à la boulangerie ou à chaque fois qu'on passait devant, on ne calculait même pas cette fenêtre. Et c'est vrai que pendant la période du corona,
on avait cette restriction de rester à moins de 3 km, je crois. 3 ou 5 km. Et du coup, on était condamnés à rester en bas de chez nous. Et c'est de là où est venue l'idée de la lucarne. Ça veut dire que ça part d'une vidéo virale, on l'a postée sur les réseaux. Elle a tourné pendant 1 an. Et ensuite, 1 an après, on a sorti une nouvelle vidéo de gars qui donnait des conseils aux gens. Et là, les gens se sont dit, mais attends, mais pour qui il se prend pour donner des conseils? Et ils ont dû repartir sur la première vidéo, voir lancer à la mettre du premier coup, taper la démarche, checker tout le monde. Et de là, on a reçu énormément de journalistes, influenceurs, célébrités. Et à un moment donné, tu as vu, j'étais content de passer à la télé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Les gens me snappaient. Au début, c'était drôle, tu vois. Mais à un moment donné, je rentrais chez moi, j'étais fatigué, tu vois. Et je dis, attends, si les gens, ils se déplacent de Marseille pour venir et aller à la lucarne au lieu de la Tour Eiffel ou autre, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à aller chercher. Faire, bien sûr. On a vu que c'était un concept qui permettait de rassembler. C'était à la fois mixte, il y avait beaucoup de femmes aussi qui s'y prêtaient au jeu. C'était intergénérationnel parce qu'il y avait aussi des enfants comme des personnes âgées qui venaient s'y prêter au jeu. Et c'est de là où on s'est dit, on allait réfléchir à un concept événementiel. Entre-temps, j'ai perdu la co-épouse de ma mère. Donc, du coup, j'étais au pays. Pendant tout ça marchait sur les réseaux. Et j'ai profité de ce temps de pause, d'être au recul du buzz qu'il y avait en France. Et de là, pendant que j'étais au village, je reçois beaucoup de notifs. Oh, vous êtes dans l'équipe de l'équipe de France. Moi, je pète ma tête, je suis au village, j'ai même pas de réseau. Mais c'est vrai, mais tu vois, c'est un truc de fou quand même, tu vois. Et je vois tout ça, c'est un délire. Et de là, on s'est posé, on a réfléchi à construire un mur à dimension réelle et de s'exporter un peu partout dans la France. Dès que je reviens, entre-temps, on est en mairie comme ça, on est en train de parler avec la mairie. Mon téléphone, il fait que de sonner. On me dit, ouais, mais là, t'es où? Il y a les mecs d'Adidas, ils sont à la lucarne. J'ai dit, quoi? J'ai dit, au mec d'Amérique, j'ai dit, on peut se revoir. J'ai foncé, j'ai pris ma voiture, j'ai foncé. Et c'est là, ils sont venus comme ça. Je dis, ouais, tout, on aimerait bien collaborer avec vous et tout pour la pub avec Léo Messi. Et de là est né le partenariat avec Adidas. Et ensuite, on a enchaîné les tournées. On a déjà réalisé 3 saisons. Le but, c'est d'aller dans chaque ville de France, prendre le qualifié dans chaque ville et ensuite faire une grande finale en fin de saison à Évry. Magnifique. Avec tous les champions. Et ça, c'est important à Évry, dans le 91. Vous les ramenez dans votre quartier. Exactement, c'est ça. Tu vois, parce que quand nous, on se déplace, tu vois, les gens, ils ont l'habitude de nous voir sur les réseaux. Et le fait qu'ils nous reçoivent chez eux, on est comme à Libye, quand on est des stars. Tu vois, on arrive en mode guest. Et pour nous, c'est important, c'est pour nous de rendre cet appareil, justement, et de les inviter chez nous pour leur dire, voilà, vous nous avez reçus, venez chez nous et regardez comment on vous reçoit. Exactement. Et on met les moyens nécessaires pour qu'ils puissent passer une très, très belle journée. En tout cas, ça donne envie. Donc, on a des images à l'écran. Et pour le coup, faites-nous rêver, vous avez reçu qui a tenté la lucarne? Et allez, un petit Franchement, scoop. il y en a beaucoup qu'on a tenté. Celui qui nous a grave fait plaisir, c'est Néné, le numéro 10 brésilien, anciennement au PSG. Et Néné, ce qui était fort avec lui, c'est qu'il est venu sans garde du corps. Il est venu avec sa femme. On lui a prêté les cheveux. C'est Neymar qui lui a prêté sa paire de Puma. C'est Neymar. Non, mais c'est vrai. Neymar, il était là? Non, lui, il dormait chez Neymar, étant donné qu'il est brésilien. Sauf qu'en fait, quand il vient, il me dit, ouais, tout, j'ai pris chez Neymar. Voilà, mais je te jure. J'ai pris ses chaussures. Nous, nos quartiers, il nous dit ça comme ça. Nous, on pète nos têtes, tu vois. Mais je te jure, mais normal, tu vois. Et tu vois, on a joué à tout, tu veux une paire? Je dis non, et tout. Neymar m'a prêté la paire. Moi, je le regarde comme ça, je dis, ma gueule, c'est pas possible. Et lui, franchement, ça venait, elle nous a grave fait du bien. Pourquoi? Parce que, tu vois, les Brésiliens ne sont pas comme nous. Nous, on a un peu ce recul, on est un peu. On n'est pas aussi sociable que les Brésiliens. Tu vois, exactement. Et les Brésiliens, c'est comme nous, les Africains. C'est comme un village. Il est venu avec sa femme, il est monté chez mes parents, il a checké mon père, il est parti aux toilettes, il est descendu. Ah ouais, non, mais pour de vrai. C'est vrai que même tout ça, on a relayé les vidéos sur les réseaux. Et c'est ça qui a touché aussi les gens, c'est qu'il est venu comme un gars normal. Ouais, et il l'a mise et il a sauté sur tout le monde, comme s'il connaissait tout le monde. Il l'a mise du premier coup ou pas? Non, du 7e coup. Mais je te dis, mais attendez, il y a quelque chose à prendre en compte, c'est que tu as vu, à partir du moment où je me suis mis derrière lui et que j'ai dit, Néné, c'est bon, je suis prêt, il m'a dit, t'es prêt? Clin d'œil. Il a mis. Je te jure, la tête de moi, je te jure. Pour le coup, est-ce que tu peux nous dire s'il y a quelqu'un qui l'a déjà mise du premier coup? Du premier coup, à part Gaël, mon frère. Il n'y a que Gaël, mon frère, il faut le dire. Il y a Gaël, ouais, mon frère.
Qui ça, le maire? Ouais. Ah, maire, oui, le maire de Poissy, il a mis du deuxième coup. Ah, ça va, Ça Carlo va, Louis. pas mal. Deuxième Moi, coup. j'ai vu ça, je me suis dit, ouah, ce maire, il est chaud. C'est justement grâce à son passage justement qu'on a eu de la crédibilité auprès du gouvernement, des municipaux. Du politique, ouais. Ouais, exactement. Tu Ah vois, ouais, non, j'ai trouvé parce qu'au ça début, cool, ouais. quand on démarchait les services, bah, ils nous disaient, d'accord, c'est un buzz, mais est-ce que ça a de l'impact dans Bien sûr, la réalité? fallait Et c'est réfléchir ça à qu'il tout fallait ça. justifier. Très bien, très bien. Donc, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont mise Du premier coup, non. Ahmed Silla, il allait rester jusqu'à 23h, je crois. C'est ça que j'allais dire. Bah, bah, J'ai ouais. vu ces gens, Parce qu'il a dit que tant qu'il a mes pères rentre pas chez lui, à un moment donné, il a dit, c'est quoi les gars, moi je rentre et je reviens un autre jour. Mais ça tapait le poteau, il n'avait pas la baraque à jour, il y là, a des c'était chaud. filles qui ont réussi à la Oui, il y a beaucoup de femmes qui ont C'est réussi. vrai Et justement, ce qui est fort aussi dans la lucarne, tu as vu, c'est que nous, les Pyramides, c'est le plus grand quartier de la Oui, ville. je vois c'est où. À la base, on n'est pas réputé pour accueillir les gens, tu C'est vois. vrai, On vous est plus êtes dans notre vraiment cocon. très- Ouais, oui, on bien est sûr. space, Un c'est peu le fait- 9A, un peu 91. flippé, quoi. Et justement, rigole. la lucarne, justement, ça a permis de s'ouvrir aux autres. On voyait des familles parisiennes, entre guillemets, qui venaient, qui garaient leur voiture et qui venaient tranquillement à la lucarne. Et ça, c'est des choses. Non, mais pour de vrai, c'est des choses qui ont choqué. C'est bien choqué, sûr, et ça choque. Tu vois, la police qui s'arrête. Pourtant, on n'avait pas de très bonne relation avec. Tu vois, ils s'arrêtent et ils se mettent à Finalement, côté de ils nous. participent, Ils se posent, ils se regardent. Après, bah ouais, vas-y, les gars, je tirais, mais filmez pas, sinon je vais me faire taper. Ah ouais, bah par oui, le- ça, Mais c'est tu vois, sûr. et Ça c'est crée ça du qui nous a lien, et permis c'est- de c'est fou. vrai. Ça crée énormément de bien. Social. Exactement. Exactement, ça qui est ça a la extraordinaire. dimension Ça C'est sociale. ça. C'est exactement Et tout ça autour d'un sport populaire qui est le football. qui est le football et qui Voilà. rassemble encore et encore et Et, sur le ouais. terrain, mais aussi dans les quartiers. Alors, dernière question. téléfoot. Quels sont les prochains objectifs concernant la lucarne? Vous l'avez dit, un tour de France et ensuite une finale. C'est ça. Ça fait déjà 3 saisons qu'on tourne. On a la chance aussi d'être entré en collaboration avec Téléfoot. On passe un dimanche par mois sur TF1 avec les joueurs professionnels. Nous, notre idée à la base, c'était de s'arrêter au JO 2024. Mais bon, alhamdoulilah, Ça continue. Ça continue. Donc, On continue. on continue, on est là. Ouais, On est exactement. là et on continue, on ne se prend pas la tête, on prend que du plaisir. Et tant mieux pour les quartiers populaires et pour nous, les banlieues. Et bravo pour vous, on vous applaudit. Merci. Merci beaucoup, Merci beaucoup. Lamine. Merci. C'est un plaisir de vous avoir sur le Merci. plateau de Jazz Africa. Merci. Quoi qu'il en soit, on a d'autres questions à vous poser. Mesdames et messieurs, j'espère que vous passez un agréable moment en notre compagnie. Place à l'agenda des diasporas. Que faites-vous le week-end? Que faites-vous après le travail? Que faites-vous durant vos vacances? Eh bien, nous, on a tout ce qu'il vous faut. Allez, on regarde l'agenda des diasporas offert par Orange Money Europe. L'agenda des diasporas avec Orange Money Europe. L'agenda des diasporas avec Orange Money Europe. De retour sur le plateau de Jazz Africa avec nos invités, à savoir Alibi Montana ainsi que Malamine Sissoko. On va poursuivre cette émission avec une petite pause. Oui, le temps d'une courte pause, le temps d'avoir quelques secrets, hein, parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont tenté mais qui n'ont pas réussi. Ils ne souhaitent pas le dire à la télé. Ils ne veulent pas le dire à la télé, exactement. Mesdames et messieurs, on fait une courte pause et puis on revient. Allez. Votre famille est en Afrique? Pour envoyer de l'argent de l'Europe vers l'Afrique, c'est immédiat. Et oui, en quelques secondes, c'est arrivé. Pour envoyer de l'argent, c'est simple. Une application mobile, 1000 boutiques en France, 500 000 boutiques en Afrique, sécurisé. L'argent est bel et bien sûr d'arriver. C'est ça, Orange Money Europe. De
De retour sur Diaspora Africa. Et oui, mesdames et messieurs, n'hésitez pas, encore une fois, on insiste dessus, à nous envoyer vos flyers. Oui, on souhaite promouvoir ce que vous faites. Allez, on poursuit cette émission avec toi, Fat Bintou. Culture d'Afrique, dynamique africaine, c'est tout ce que tu aimes. Et aujourd'hui, on va parler de la commémoration du massacre de Tcharoy, un triste anniversaire, 80e anniversaire. Et on en parle tout de suite. Allez, c'est parti, dynamique africaine. Alors, comme tu as dit, Aïssatou, on va parler des tirailleurs sénégalais et notamment d'un événement tragique survenu le 1er décembre qui est le massacre de Tcharoy. C'est plusieurs tirailleurs sénégalais qui sont froidement abattus par leurs frères d'armes français dans un camp qui s'appelle Tcharoy. Donc, c'est une ville qui est située au Sénégal, dans la banlieue dakaroise. Donc, leur seul tort, ça a été quoi? Ça a été de demander leur pécule de démobilisation. Donc, à la libération, les Français, ils rentrent chez eux, ils ont leurs sous, ils sont célébrés. Et on demande aux Africains de rentrer chez eux. Là, il y a une opposition qui se crée puisqu'ils veulent avoir les indemnités qu'on leur a prévues. Ce qui amène le massacre de Tcharoy, selon les données que j'ai réussi à rassembler, c'est qu'il y a eu la visite d'un officier, en tout cas français, dans le camp de Tcharoy. Et cet officier aurait dit qu'il aurait été violenté, séquestré, etc., par les tirailleurs qui étaient en colère et a exigé qu'il y ait une répression parce qu'il fallait canaliser les mutins et leur montrer que la France, c'est la France qui les commandait. Donc sur cette base-là, le 1er décembre, à l'aube, les tirailleurs vont être surpris par leurs camarades français et ils vont être massacrés. Il y a un problème, c'est que les données sont très falsifiées. Les données ne sont pas complètes, les archives sont manquantes et on a du mal aujourd'hui à savoir quel est le nombre exact de tirailleurs décédés. La France reconnaît donc ce massacre de Tcharoy? Alors, en 2012, figurez-vous que François Hollande a fait un discours au sein duquel il reconnaît un massacre sanglant. Donc, c'est une manière plus ou moins de reconnaître que la France a un peu menti sur ce qui s'était passé. Aujourd'hui, il y a plusieurs associations et acteurs de la société civile qui ont écrit une tribune dans Le Monde pour réclamer une commission d'enquête parlementaire pour que la lumière soit faite sur cet événement. Donc, ce qui est bien, on va dire entre guillemets, c'est que le nouveau gouvernement sénégalais a décidé de prendre cette question à bras-le-corps et de demander des expertises techniques et scientifiques pour que les fosses communes dans lesquelles les corps ont été enterrés puissent être retrouvés, déjà dans un premier temps, et aussi qu'ils puissent évaluer plus ou moins le nombre potentiel de victimes. Donc pour ça, il va falloir ça va être un chantier pas possible, parce qu'aujourd'hui, à Tcharoy, sur l'emplacement du camp, il y a le collège, il y a la vie qui s'est installée, il y a eu des réaménagements urbains. C'est presque impossible ce qu'ils souhaitent faire. Je ne dirais pas que c'est impossible, mais ça va être difficile et long. Voilà, donc, mais en tout cas, c'est une des priorités. Il faut savoir que le massacre de Tcharoy est un crime qui est tombé longtemps dans l'oubli. On parle quand même du 80e anniversaire du massacre. Et il faut savoir que cet événement a été la première d'une longue série d'événements tragiques similaires qui ont eu lieu sur le continent africain. Donc aujourd'hui, les familles luttent, les familles bataillent pour que la lumière soit faite sur ces événements, qu'ils puissent savoir où sont les corps de leurs ancêtres, de leurs grands-parents. Et on attend que le nécessaire soit fait pour ça. Donc il y a une pétition en ligne qui a été lancée. Donc n'hésitez pas à la partager. Juste pour finir rapidement, cette pétition, elle demande différents éléments. Je ne vais pas tous vous les citer, mais juste pour vous en citer 3. Une reconnaissance officielle déjà du massacre, suivie d'excuses officielles de la République. Un procès de révision pour les tirailleurs condamnés, parce qu'il y a des tirailleurs qui sont sortis vivants de cet événement, qui ont été par la suite condamnés. Ensuite, un travail conjoint d'analyse et d'action avec les pays africains concernés par cette histoire, donc entre autres. Donc n'hésitez pas à les regarder, n'hésitez pas à la signer. C'est important pour nous tous. L'histoire, c'est très très important et ça rassemble pour le coup. Ça rassemble parce que c'est un patrimoine commun entre la France et l'Afrique. Et donc, quoi qu'il en soit, dès qu'on aura fait la lumière sur tout ça, ça va permettre de rassembler. Donc, c'est l'objectif. Merci à toi parce que je connaissais cette histoire. Mais pas aussi précisément. Pas aussi précisément, et je pensais que ça avait déjà été requalifié, genre en crime contre l'humanité ou quelque chose comme ça. Bon, entre eux, je sais crime contre l'humanité, non, mais en tout cas, la reconnaissance, elle est en train de se faire. Effectivement, concernant. C'est ça. Merci beaucoup.
Fat Bintou, encore une fois, pour cette chronique. On va poursuivre notre émission avec notre pitcher du jour. Oui, mesdames et messieurs, on vous permet de venir pitcher votre projet ici sur Diaspora Africa. C'est très, très, très important de donner la parole à ceux qui font. Et on reçoit Dariel. Il s'appelle Dariel Kilengo. C'est un réalisateur. On l'applaudit, s'il vous plaît. Dariel, bienvenue à vous. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau de Diaspora Africa. Vous êtes réalisateur, donc vous avez déjà gagné pas mal de prix. Vous avez réalisé donc notamment le dernier en cours Affaires de famille, donc dont vous allez nous parler. Vous avez participé au Festival panafricain de Cannes en 2022. Vous avez été élu prix du meilleur court métrage. Vous avez aussi participé à un festival au Canada qui Affaires de famille a été sélectionné. Et voilà, vous êtes exigeant, vous êtes un jeune réalisateur, vous savez ce que vous souhaitez, vous savez où est-ce que vous souhaitez aller et vous mettez les moyens nécessaires pour. Là, vous êtes en cours de réalisation d'un nouveau film qui s'appelle Ripat, Retour aux sources. Et c'est un peu pour ça que vous êtes venu ici sur le plateau de Diaspora Africa, pour promouvoir et lancer un appel pour les futurs acteurs de ce film, n'est-ce pas? Alors, ce projet, en fait, va parler de la jeunesse africaine qui décide de rentrer en Afrique, malgré le fait qu'elle ait grandi ici, a ses diplômes ici et ont des métiers aussi voilà, qui sont plutôt favorables ici, mais décident malgré tout de rentrer en Afrique pour développer le continent et leur pays d'origine. Donc ça contraste avec la génération antérieure où nos parents, nos grands-parents, dans les années 60 à 90, on les voyait plutôt quitter l'Afrique. On voyait l'Afrique comme un continent à fuir et l'Europe comme un Eldorado. Et aujourd'hui, c'est un contraste avec la génération actuelle où on voit cette jeunesse qui veut plutôt investir en Afrique et qui a des projets. Donc c'est ça que je veux mettre en lumière. Et dans le concept de ce documentaire, nous allons mettre en avant deux personnages que nous allons suivre tout au long du documentaire. Et voir ce qu'ils vont mettre en place pour développer leur pays d'origine et changer un peu la mentalité. Nous allons également voir comment ces retours sont perçus depuis les personnes locales. Est-ce que ce n'est pas des personnes qui sont un peu perçues comme des colonisateurs, comme à l'ancien temps, ou avec une façon de penser qui est différente, un peu à l'européenne? Est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif? Donc c'est ça que nous allons vraiment couvrir. Et pour finaliser, nous allons également voir quels seront vraiment l'impact du coup en France de la fuite de ces cerveaux, parce que pour moi c'est une fuite de cerveau. Ce sont des personnes qui entreprennent des choses, qui ont eu leur diplôme ici, pour d'autres des doctorats, des masters ou autres, et qui décident en fait d'utiliser ces potentiels et ces expériences pour l'investir en Afrique. Et ça va forcément avoir un impact négatif pour la France et plutôt des bienfaits pour l'Afrique. Donc nous allons étudier avec des intervenants, des documentaristes, des démographes, des politiciens, des artistes également, qui seront là pour donner leur point de vue et aussi des citoyens français. C'est très voilà. Intéressant en tout cas. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau de Diaspora Africa. Ripat, on entend souvent parler des Ripat actuellement, mais est-ce que ce n'est pas un phénomène de mode? Est-ce que vraiment les Franco-Africains quittent vraiment la France ou en tout cas l'Occident pour aller s'installer sur le continent? Est-ce que les chiffres, on a des chiffres palpables pour nous dire oui, il y a une vraie fuite des cerveaux? Honnêtement, c'est quelque chose qui n'est pas très médiatisé. Il n'y a pas de chiffres exacts, mais nous pouvons voir, personnellement, moi, c'est ce qui m'a poussé à faire ce documentaire, c'est vraiment le mouvement qu'il y avait autour de moi, de mes amis qui souhaitaient vraiment retourner en Afrique. Voilà, moi, personnellement, j'ai 27 ans, et voilà, on a cette même tranche d'âge autour de moi, et c'est étonnant de voir quand même que malgré le confort qu'on a ici, que certaines personnes veulent rentrer, quoi. Donc j'ai pu voir aussi plein de documentaires qui commencent à se faire sur ce phénomène, des personnes qui rentrent, voilà, que ce soit dans des pays en développement, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, voilà, le Mali, le Nigeria, il y a plein d'autres pays. Donc je me suis dit qu'il y a forcément des choses à aller découvrir. Et moi-même, je suis le premier curieux.
Donc il y a des chiffres que je vais même moi-même rechercher, des questions que moi-même je vais poser. Mais ce phénomène existe réellement. C'est juste que c'est pas vraiment très médiatisé, je dirais. D'accord. Et alors, au point d'en faire une série, finalement, comment vous allez capter l'attention des spectateurs, des téléspectateurs? Est-ce que vraiment vous pensez que c'est un projet, c'est un concept, une information, des informations qui vont attirer le public que vous souhaitez? Oui, comme je l'ai dit au début, nous allons suivre vraiment 2 personnages de préférence. C'est encore un documentaire qui est en écriture, qu'on est en train de développer avec une chaîne numérique et la boîte de production avec laquelle je travaille. Mais nous allons vraiment utiliser ces 2 histoires-là, ou plus, afin de voir un peu le parcours qui sera forcément semé d'embûches. Il y aura forcément des hauts, des bas, des échecs, des réussites. Donc nous allons utiliser vraiment ces histoires-là pour motiver les personnes à regarder l'épisode 1, l'épisode 2, l'épisode 3, et puis voilà. En tout cas, c'est un petit peu ça, quoi. Pour le coup, on va tester, on a des probables téléspectateurs, spectateurs ici. Vous en pensez quoi rapidement? Est-ce que c'est quelque chose que vous regarderiez à la télé? Oui, clairement. Ouais, clairement. Malamine, il est clair. Je te l'ai vendu. Ouais, franchement, tu l'as vendu. Là, tu m'as eu. Tu m'as eu. Bien sûr. Parfait. Moi, je suis client aussi. Je suis client d'autant plus que oui, j'entends parler un peu de ça, comme lui dit. Et j'ai quelques exemples autour de moi aussi de quelques entrepreneurs qui ont fait cette démarche-là de retour au pays. Et je crois qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont ce genre d'idées. D'accord, très bien. On va voir du côté de nos chroniqueurs. Moi j'achète, mais il faut vraiment que le premier épisode y soit. Parce que sinon je demande le remboursement de rétracte. Non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que ce serait intéressant qu'il y ait des choses qu'on ne sait pas. Parce que c'est vrai qu'on en entend un peu parler sur les réseaux notamment. Mais moi, si je regarde, c'est parce que je vais rechercher ce truc que je vais découvrir vraiment, ce plus en fait qu'il y aura par rapport à tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai déjà vu. Et aussi le point de vigilance de ne pas tomber dans des clichés trop faciles. De oui, t'es arrivé, on connaît le parcours, t'es arrivé, tu t'es fait escroquer, t'as fait ci, tu vois. Mais voilà, c'est plus ça qui va me captiver. Très bien, Baba. T'achètes ou pas? Oui, j'achète surtout en voyant le contenu, là, moodboard comme de la série documentaire Repat. Ça donne envie de regarder, Très bien, donc ça semble validé. Les hommes sont catégoriques, les hommes veulent absolument ce projet. Les femmes... Voilà, à voir. Pour nous prouver. Bien sûr, on a besoin d'être conquises. Exactement. En tout cas, c'était un plaisir. On va rester en contact, on va te suivre de A à Z. Et l'appel est lancé. Donc, s'il y a des personnes qui souhaitent candidater pour participer à cette série, n'hésitez pas à contacter Diaspora Africa. On transmettra l'information à notre cher Dariel. Dariel, tu vas rester à mes côtés. On va terminer cette émission avec nos 2 invités, puis avec une question posée par nos téléspectateurs. Rapidement, c'est Félix d'Abidjan qui écrit. Bon, je ne sais pas si c'est un ripat ou pas. Je ne pense pas. Alors, Félix, il écrit « J'ai peur pour l'avenir de nos enfants ». Il y a une image qui va s'afficher à l'écran. « J'ai peur pour l'avenir de nos enfants. On voit des crèches partout qui poussent en Côte d'Ivoire, alors qu'il n'y avait pas, ce n'était pas le cas avant, et où les femmes viennent délaisser leurs enfants. » Donc, c'est une question qui se pose. C'est vrai que c'est un peu le changement des mœurs sur le continent africain, où avant les crèches n'existaient pas tant que ça. Là, on voit qu'il y a de plus en plus de crèches. Il y a même une étude qui a été effectuée concernant ça, concernant la montée en puissance finalement des femmes au travail, des femmes qui occupent des postes à haute responsabilité et qui finalement doivent changer leur mode de fonctionnement et mettre leurs enfants, donc, si ce n'est pas l'école, dans les crèches. Alors qu'avant, même si elles travaillaient, c'était plutôt chez la famille, chez la mamie. Maintenant, non, je travaille, je mets mon enfant en crèche pour qu'il puisse apprendre, etc. Et donc là, monsieur considère que c'est un petit peu délaisser les enfants et en gros, l'éducation se fait par la maman. Vous en pensez quoi? Moi, je ne suis pas plus surpris que ça parce que je sais qu'en Afrique, les femmes regardent beaucoup vers l'Occident et que c'est un modèle que certaines suivent. Donc, je ne suis pas plus étonné que ça, moi. Après, moi, pour vivre la même situation, mais de l'autre côté de la Méditerranée, on n'a pas forcément nos parents avec nous. Donc, ça peut être aussi cette raison qui pousse les parents à amener leur...
leurs enfants en crèche. Ça peut être une préoccupation légitime parce que même en France, on voit de plus en plus de femmes pour de vrai, oui. qui disent non, c'est bon, stop quoi. C'est-à-dire que je ne peux pas laisser mon enfant de 7h jusqu'à 19h en crèche ou ailleurs, alors que l'éducation, voilà, en principe, c'est un parent qui est censé la donner. Après, faut pas qu'on parle de la crèche en mal. La crèche aussi, pour les enfants, ça sert aussi à... C'est l'éveil. C'est une préadaptation avant l'entrée à l'école. Donc, moi, je ne vois pas de mal à ce que les parents puissent déposer leurs enfants en crèche. Et pour le coup, on exporte un petit peu ce qui se passe en Occident sur le En fait, je pense que la préoccupation, elle est légitime, effectivement, parce que c'est une nouvelle façon de faire qui doit faire ses preuves. Je rejoins ce que tu dis sur le fait qu'il y a des avantages et c'est pour ça que c'est important de bien choisir la crèche. Oui. Je pense que comme partout, il doit y avoir des bonnes crèches et des mauvaises crèches et qu'en fait, ce qui est le plus important, c'est de s'assurer, avant de mettre son enfant, comment cette crèche, elle travaille avec les enfants, qu'est-ce qu'ils font, etc. Après, l'Afrique change. Les femmes ont de plus en plus de préoccupations. Les femmes travaillent beaucoup. Les hommes n'ont pas forcément les moyens pour subvenir aussi aux besoins de l'ensemble de la famille. Donc, ça contribue aussi à ce soutien entre les époux, que les deux aillent travailler. Et donc, il faut trouver une solution pour les enfants. Et la bonne à la maison, elle finit des fois avec le mari aussi. Donc, après, on va nous dire que... Non, mais vous regardez beaucoup trop de séries. Non, mais elle préfère ce genre de série. Non, mais ça fait partie de ses préoccupations. On pourrait dire que oui, mais au lieu de mettre à la crèche, soit il y a la famille, mais même la famille... d'importance que la maman, parce que la maman va travailler. Donc, voilà, j'arrête. Mais c'est une vraie question, parce que pour le coup, c'est une question qui est très posée sur le continent africain, à savoir, attention, les femmes d'intérieur, les bonnes, entre travail guillemets. que la mère ne fait pas. Exactement. Baba. Oui, mais on y va, comme il disait, c'est l'évolution. L'évolution, et ce dont moi j'ai encore peur, c'est que là, c'est les crèches, effectivement, mais bientôt, on aura les maisons de retraite. Et ça, j'en aurais vraiment peur, le côté famille. Ça fait pas partie des mœurs. Mais ça risque d'arriver. Ça tend vers ça. Ouais. Ça tend vers, pour finir, on va te laisser la parole à toi, jeune de 27 ans. Tu penses quoi cette mondialisation, cette globalisation, où finalement, on importe, on exporte? Je vois un peu le lien avec le documentaire justement en question. On exporte vraiment les idées, les manières de faire de l'Europe en Occident, en Afrique. Je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Je trouve que faut s'adapter. Il y a des réalités qui existent. L'Afrique change, ça évolue. Les femmes travaillent. Avant, il y avait une époque où les femmes restaient à la maison, vraiment les femmes à la cuisine, comme diraient certaines personnes, voilà. Mais en réalité, voilà, l'Afrique évolue et je trouve que il faut prendre certaines choses qui ne sont pas forcément mauvaises de l'Europe, mais il ne faut pas en exagérer. Et je pense que vraiment l'Afrique doit quand même garder certaines choses, vraiment c'est des rituels ou des coutumes, des choses qui sont propres à nous. Quoi. Des façons de faire, exactement. Façons de faire, propres à elle. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette émission. Merci beaucoup encore une fois d'Ariel. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau. Merci à Libye Montana qu'on applaudit. Merci Malamine Sissoko. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau de Diaspora Africa. Et merci bien sûr Babadem et Fat Bintou. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission Diaspora Africa. Cette émission qui fait le lien entre l'Europe et bien sûr l'Afrique. Allez, bye bye et restez connectés surtout. Merci d'avoir suivi Diaspora Africa avec Orange Money Europe. Orange Money Europe pour vos transferts d'argent de l'Europe vers l'Afrique.